vais vous montrer pourquoi 3 idées reçues sur l'IA, qui étaient peut-être encore vraies il y a 2-3 ans, sont tout simplement fausses aujourd'hui. La première, il faut des millions de données pour entraîner une IA. C'est faux. La deuxième, pour être compétitif, il faut utiliser les IA les plus puissantes et partager ces données sensibles. C'est faux. La troisième, l'IA est une boîte noire incompréhensible. C'est absolument faux. Restez avec moi, on va tout déconstruire, exemple à l'appui. Les IA génératives que vous utilisez sans doute au quotidien, comme ChatGPT ou Gemini, sont des systèmes basés sur des statistiques. En gros, voilà comment ça marche. Une IA ne comprend absolument rien, ni à ce qu'elle lit, ni à ce qu'elle prédit. En revanche, elle est capable d'anticiper, sur la base des phrases que vous lui donnez, le mot ou la phrase qui va suivre. Un peu comme quand vous êtes sur votre téléphone, vous écrivez un mot, il le finit. Les IA génératives textuelles, les Large Language Models, ou LLM, marchent un peu de la même façon, sauf que le contexte est beaucoup plus large, beaucoup plus riche, beaucoup plus fourni. Aujourd'hui, quand je vais parler d'IA, je vais parler de Transformer, c'est-à-dire la technologie derrière ces Large Language Models. On va prendre un exemple, une question qu'on s'est tous poser. C'est une bonne situation, ça, Scribe? Quel est le mot le plus probable qui va suivre? Eh bien, l'IA va générer plusieurs possibilités, et la possibilité la plus possible, c'est vous à 90%. Et on continue comme ça à élaborer la phrase. Le mot qui suit le plus probable, c'est savez, puis virgule, puis moi, jusqu'à avoir toute la réponse. Ce qui fait la force des IA, c'est que la réponse a une cohérence globale, malgré avoir été prédite mot par mot. Alors comment c'est possible? Comment est-ce que ces systèmes sont capables d'identifier les mots importants et de construire des phrases qui sont pertinentes? Eh bien, c'est parce que ces systèmes ont été entraînés sur les données massives. Ce qui nous amène tout naturellement au premier mythe. Il faut des millions de données pour entraîner une IA. Alors oui, si on veut créer un concurrent à ChatGPT, il va falloir des millions de données, il va même falloir des millions de données. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison de faire ça. On n'a pas besoin de recréer ces IA, on peut tout simplement les utiliser. Ces IA génératives sont si puissantes et contiennent tellement de connaissances qu'on peut construire des IA qui vont aller se greffer dessus et qui vont être capables de réutiliser leur capacité avec très peu de données. Aujourd'hui, on peut faire comme ça, on peut obtenir comme ça une IA adaptée à ses besoins spécifiques avec moins d'une centaine de données. Je vous donne un exemple. Le net est parfois un milieu hostile. Et de nombreux sites internet ont des filtres de contenu toxique. Contenu toxique, c'est insultes, harcèlement, discrimination. Donc si on a un commentaire toxique, hop, on le détecte et on le filtre. La pointe de la pointe du détecteur de toxicité en 2019 est entraînée justement sur des millions de données. En 2022, avec 80 données, on fait mieux. Des millions de données, 80 données. C'est mieux, non? Pour les intéresser, ces méthodes qui marchent avec très peu de données s'appellent des classificateurs agiles. J'ai vu une de mes collègues participer à une compétition qu'elle a gagnée en utilisant ce genre de méthode. Elle a passé une après-midi à écrire des exemples et 30 minutes à coder. Autrement dit, premier mythe, il faut des millions de données pour entraîner une IA. Non. Quand il fallait des millions de données, seules les entreprises spécialisées avec de gros moyens pouvaient se permettre une IA sur mesure. Aujourd'hui, moins d'une centaine de données et très peu de code, ça permet une vraie démocratisation de l'IA. Une personne seule, une petite association, une PME peut aujourd'hui passer moins d'une journée à écrire des exemples et obtenir l'IA dont elle a besoin. Y compris et surtout sur des sujets niches, pour lesquels il n'y a encore aucun jeu de données sur Internet. On passe au mythe numéro 2. Pour être compétitif, il faut utiliser les IA les plus puissantes et partager ces données sensibles. Eh bien ça, c'est faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, les petites IA génératives en open source ont environ 6 mois de retard sur les grosses IA. Ça veut dire que ces petites IA génératives en open source sont plus performantes que ChatGPT quand il est sorti. Il y a par exemple Gemma 3, Mistral Small, Llama 4 Scout. Je vous donne ces 3 exemples parce que c'est 3 équipes françaises, mais il y en a plein d'autres. Ces petites IA sont assez petites pour tenir sur un ordinateur portable. Et qui dit ordinateur portable dit que je ne donne mes données à personne. Alors bien sûr, il y a encore des choses que les IA les plus puissantes ne sont pas capables de faire, mais on estime justement que ces petites IA vont les rattraper d'ici 6 mois à 1 an. Donc mythe numéro 2, pour être compétitif, il faut utiliser les IA les plus puissantes et partager ces données sensibles? Non plus. On passe au mythe numéro 3, peut-être le plus répandu, l'IA est une boîte noire. Alors on entend souvent l'IA est magique, mais incompréhensible, imprévisible, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est faux. Ensemble, je vous propose d'ouvrir cette boîte noire. Le premier exemple que je vais vous montrer permet de comprendre quelle partie de la question a influencé la réponse de l'IA. Donc on a un texte d'un utilisateur qui dit
J'ai 2 enfants de 18 et 20 ans. Mes enfants sont bilingues, ils aiment la cuisine italienne. Ma femme et moi sommes passionnés d'histoire et d'art. Mes enfants aiment la musique, ils font du foot et du parcours. Ils habitent à New York. Quelles activités je pourrais faire avec eux quand j'irai les voir? Et la réponse de l'IA: avec ta femme et tes enfants, vous pourriez aller au musée, visiter des sites historiques et assister à un concert de musique. Si on prend un mot de la réponse, par exemple le mot enfant, on va voir quelle partie de la question l'influence. Donc on va voir qu'il y a toutes les occurrences du mot enfant, mais il y a aussi toutes les informations qui ont en rapport avec ce mot. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on prend le mot musée, qui n'apparaît donc pas dans la question, on voit que ce qui l'influence va être art, New York, activité. Donc ça va plus loin que juste chercher le mot et ce qui va avec. Ça capture vraiment la signification des mots. Le genre de technique qui permet de faire ça, il y en a 2. Il y en a une qui s'appelle citation, l'autre qui s'appelle sequence science. Et elles datent toutes les 2 de l'année dernière. Elles font partie du champ de recherche qui sert à comprendre comment marchent les IA et s'appelle l'interprétabilité. Il y a énormément de scientifiques qui travaillent sur l'interprétabilité, et ce, depuis la naissance des IA. On va voir un deuxième exemple. Alors là, je vais vous demander de vous concentrer, parce qu'on rentre dans la partie la plus complexe. Ça ne va pas être trop long, ne vous inquiétez pas. On y va. On reprend l'exemple du début. C'est une bonne situation, ça, Scribe? Avec la réponse de l'IA, vous savez, moi, je... Et cette fois, on va plonger au cœur de l'IA pour comprendre comment ça marche. Il faut savoir que les IA ne gèrent pas des mots. Ils gèrent des longues listes de nombres qui s'appellent des vecteurs. Chaque mot est associé à environ 5000 nombres, les uns à la suite des autres. Pour les humains, les mots ont du sens. Les listes de 5000 nombres, pas du tout. Pour les IA, c'est le contraire. Donc, on sait que l'IA va avoir cette phrase, c'est-à-dire la liste de nombres qui correspond à vous, la liste de nombres qui correspond à Savé, à virgule, à moi, et va prédire la prochaine liste de nombres, celle qui va correspondre au mot « je ». Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, en pratique, ça veut dire que l'IA va générer des centaines d'autres listes de nombres, puis les combiner jusqu'à avoir la prochaine liste de nombres qui correspond à « je ». On sait exactement la suite de calcul que l'IA fait. Du coup, on peut prédire exactement toutes ces listes de nombres en orange au milieu. Le problème, c'est que ça n'a aucun sens pour nous, humains. C'est pour ça qu'on appelle ça une boîte noire. Pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est parce que ça n'a aucun sens pour nous. Nos cerveaux ne sont pas adaptés à traiter des millions de nombres. Et on est incapable de séparer le grain de l'ivraie. Mais vous savez qui a la capacité et l'habitude de gérer autant de millions de nombres qu'une IA? Une autre IA. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Avec une technique qui s'appelle PatchCops, qui est sortie l'année dernière, on est capable d'utiliser une autre IA pour donner du sens à toutes ces listes en orange au milieu. C'est comme un traducteur, sauf qu'au lieu de traduire de l'anglais au français, elle traduit du langage des IA à notre langage à nous, humains. Je vous ai montré 2 techniques d'interprétabilité, et je pense qu'on en a assez vu pour dire que mythe numéro 3, l'IA est une boîte noire, non. Mais je vais vous montrer un 3e exemple avec lequel on va aller encore plus loin. Est-ce que vous connaissez le point commun entre ces 4 personnes? Est-ce que c'est plus facile là? Ce sont 4 grands maîtres internationaux des échecs. Il faut savoir qu'aux échecs, les IA sont plus fortes que les humains. Quand on joue contre une IA, on peut voir les coups qu'elle joue, mais on ne sait pas pourquoi elle joue ça. En utilisant des techniques similaires à ce que je viens de vous montrer, on est capable d'aller au cœur de l'IA et de comprendre les choix qu'elle a faits et pourquoi elle les a faits. Ce que ces 4 grands maîtres ont en particulier en commun, c'est qu'ils ont fait exactement ça. Ils ont utilisé des techniques d'interprétabilité sur les IA pour apprendre leurs stratégies, qui ont été donc inventées par les IA. Gukesh est depuis devenu le plus jeune champion du monde des échecs à 18 ans. Les IA ont beaucoup appris de nous, humains. Désormais, avec ce genre de techniques, nous commencerons à apprendre d'elles. Récapitulons. Mythe numéro 1, il faut des millions de données pour entraîner une IA. C'est faux, une centaine suffit, nous l'avons vu. Mythe numéro 2, pour être compétitif, il faut utiliser les IA les plus puissantes et partager ces données sensibles. C'est faux, il suffit d'utiliser des petites IA en open source. Mythe numéro 3, l'IA est une boîte noire incompréhensible, c'est... Yeah, tout à fait faux, exact. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert que ces mythes soient faux? On a envie de dire, et alors? Eh bien, ça sert à ce que l'IA soit accessible à tous. Aujourd'hui, une personne seule, une petite association, une PME ou même un grand groupe peut s'emparer de l'IA et vraiment l'adapter à ses besoins. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous vouliez créer un espace de discussion, par exemple entre personnes anorexiques ou personnes qui souffrent de stress post-traumatique ou d'alcoolisme. On sait que dans ces 3 cas, parler de certains sujets sans cadre adapté peut avoir un effet néfaste sur le cours de la maladie. Vous décidez donc de faire un filtre de contenu
adapté aux besoins niches de votre communauté. Vous écrivez donc une centaine de données, vous utilisez des classificateurs agiles, et vous avez ainsi votre filtre sans avoir besoin de recueillir des millions de données. Vous utilisez une petite IA en open source qui tourne sur votre ordinateur, et vous gardez ainsi le contrôle total de vos données, ainsi que leur anonymat. Tout ça en 1 à 2 heures. Sachant qu'avec la petite IA en open source, vous avez quand même le top du top de ce qui se faisait en matière d'IA en 2024. Si jamais un utilisateur se plaint d'une décision de votre IA, vous pouvez ouvrir la boîte noire et expliquer ce qui a influencé la décision. Eh bien ça, ce n'est plus la science-fiction. Merci.